Bien, bonsoir. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bonsoir et merci à celles et ceux qui nous suivent en direct sur Facebook. Nous recevons ce soir pour un premier roman, mais vous êtes une personnalité connue puisque vous êtes poète, slameur, rappeur. Je dois avouer que moi, je suis complètement ignorant dans le domaine. Et en tout cas, j'ai particulièrement apprécié la lecture de ce premier roman, dont il sera donc question ce soir. Vous êtes ici chez vous, puisque vous avez, comment dire, dans le cadre de vos interventions sur le terrain, pour justement faire connaître l'écriture slam, la musique, dans le cadre avec l'association 129H, vous êtes intervenu longtemps à l'ACB, et l'association continue aujourd'hui, effectivement, de dispenser des cours, des activités auprès des enfants qui sont inscrits aux cours de soutien scolaire et aux activités périscolaires. Donc, comme je disais, ce livre traduit à la fois votre activité artistique, vos engagements, votre goût pour les mots, et les mots sont peut-être la matrice du livre. Nous verrons ça dans le développement. Alors, ce livre, je pense qu'il par bien des aspects, d'abord par la forme, c'est-à-dire par le style, les styles, la langue, les langues que vous utilisez. Et nous verrons comment vous avez fait ce travail. Il brille aussi par une bande-son. Alors on aurait aimé effectivement faire passer quelques morceaux d'une bande-son qui est annoncée dès l'entrée du livre. Et nous en dirons aussi un mot. Il brille aussi par une chronologie importante, une sorte de revue de presse d'actualité qui court des années 1990 à 2007. Qui couvre aussi bien les choses du quotidien quasi anodines comme l'arrivée des écrans plats, des puces, à des questions géostratégiques mondiales importantes qui va de septembre 2001, la guerre en Irak, mais aussi bien évidemment ce qui est central, ce qui est peut-être au centre du roman, c'est-à-dire l'actualité française et en particulier les émeutes dans les banlieues. Qui sont la trame un peu du récit. Et bien entendu, il y a de fond un certain nombre de sujets, de thèmes que vous abordez longuement, qui est celui de la question effectivement de la place des banlieues aujourd'hui, les politiques dites de la ville par rapport aux populations des banlieues, la question de la violence, la question de l'engagement, la question aussi de la prison, puisqu'il y a un moment, il y a quelques passages sur la prison. Savoir qui est français, qu'est-ce que c'est être français, etc. Donc tous ces thèmes sont des sujets qui courent tout au long du livre. Et je demanderai effectivement à nos participants de mettre leur portable en mode silencieux, ça ne sera pas plus mal. Donc tout cela est abordé de front. Mais ce qui est intéressant, c'est que sans prêchi-prêcha, sans volonté un peu didactique ou militante, même si bien évidemment il y a du sens dans ce que vous écrivez. Alors peut-être pour donner, parce que je crois que ce qui est important dans ce livre, c'est d'abord et avant tout la langue. Est-ce que vous pouvez commencer par lire le texte, c'est un texte slam, c'est ça, qui ouvre le roman? Avec plaisir. Je suis de la génération des émeutes de la faim, des guerres d'Irak, de la chute du mur de Berlin. De la génération du pétrodollar, des tours jumelles et du tiers-monde, des grands patrons, des vrais pauvres et des fonds de pension. Des vitres blindées, des capotes du sida, des cartes SIM et des sonneries polyphoniques, des suicides collectifs, des combats à main nue, des écrans plats et des massacres à la machette, des ordinateurs de poche, des centrales nucléaires, des espèces en voie de disparition et des balles en caoutchouc. Je suis de la génération du pain sous cellophane et des jeux télévisés, de Vigipirates, des chanteurs déprimés, du périphérique et du bitume sur les pavés, de la restauration rapide, du string et des amours en silicone, des minutes de silence, des tremblements de terre, des ascédiques, des assistantes sociales et des remises de peine, des crédits à la consommation et des adresses e-mail. Je suis de la génération des attaques préventives, de la violence légitime et des défenses anti-aériennes, défense d'afficher, défense d'entrer, défense de stationner, défense de descendre avant l'arrêt complet du véhicule. Je suis fils de la haine, nourri au sein des colères muettes, des révoltes silencieuses. Je suis le frère des orphelins jeteurs de pierres,
des apatrides, des peuples en exil, des clandestins, des sans-papiers, des sans-abri, des sans-voix, des sans-destin. Je suis une bombe entre les mains d'un fou. Je suis le pire du pire. Je suis un produit occidental. Voilà qui ouvre ce roman qui raconte l'histoire de Ben. Alors qui est Ben? Alors Ben, déjà, avant merci Mustapha pour cette très belle intro, merci beaucoup. Et surtout, je suis super ému d'être à la CV, parce que à cet espace-là, c'est ici qu'on a animé avec 122 Fâches nos premiers ateliers d'écriture slam. C'est important que je le précise aux spectatrices, spectateurs Facebook et à l'assistance, que l'association de culture berbère est la première association du quartier à avoir ouvert ses portes à mon collectif et à nous avoir donné la chance de pouvoir expérimenter nos premiers ateliers d'écriture dans le cadre du soutien périscolaire. Et ça se passait exactement ici, sur cette petite estrade, sur cette petite scène. Donc une vraie émotion sincère de me retrouver là, à cet espace-là, c'est assez étrange et en même temps très émouvant. Et pour revenir à Ben, fin de cette petite parenthèse, Ben c'est un personnage mosaïque, c'est un personnage que j'ai un peu façonné à partir de mes souvenirs, de mon parcours, de mon histoire de jeune en banlieue, de jeune adolescent en banlieue. Mais je vais y mêler aussi des histoires qui n'ont pas été vécues, des histoires qui ont été vécues par d'autres, des histoires un peu rêvées, fantasmées, des histoires entendues, pour en fait mélanger un peu le tout, mais un peu comme tous les personnages du roman, et créer quelque chose qui m'appartient presque plus. C'est vraiment un personnage de fiction. Alors lui, il y a toute une géographie du roman qui le mène d'une cité, en Seine-Saint-Denis, dans le 9-3, qui s'appelle La Brousse, en 2 mots. Mais en fait, ce n'est pas La Brousse. Alors, ça vient en fait de Ernest Labrousse, mais dans ce quartier, personne ne sait qui est Ernest Labrousse, donc le raccourci est un peu immédiat. Donc on appelle le quartier simplement Labrousse. Et alors, lui, il est il n'est pas tout à fait de la cité d'ailleurs. Non, lui, il vit un peu à l'écart, dans une zone pavillonnaire un peu mixte entre les tours de la cité et les camps gitans qui cerclent un petit peu la zone pavillonnaire. Et les gitans sont importants parce que ce Ben en question, il est un peu comme vous, un blond aux yeux bleus. Oui, alors c'est en ça qu'il me ressemble. Et il est très pote avec les gitans, ce qui lui garantit une certaine sécurité. Et en même temps, il est très différent de moi, puisque moi j'ai fait appel à des souvenirs. Cette zone existe, mais la brousse, c'est vraiment une construction métaphorique. Et toutes les histoires d'amitié et de violence que peut vivre Ben dans ce quartier et dans sa cellule familiale, là en l'occurrence, c'est vraiment des projections et des inventions romanesques. Alors il a une cellule familiale bien particulière, frappée par un drame, et il a une relation très fusionnelle avec sa mère, un peu moins avec son père, et pourtant on sent dans ce que vous écrivez, dans cette relation avec le père, quand même beaucoup d'émotions malgré tout, malgré les silences. Alors, sans spoiler le roman, effectivement il y a un drame familial qui ouvre le récit, on le décèle en tout cas, et la relation de Ben à sa mère et aussi à son père est complexe, est liée aux mots, à savoir comment, je pense que c'est des questions qui nous traversent tous, comment on témoigne de nos émotions dans sa cellule familiale, comment on témoigne de son amour, comment on témoigne de ses difficultés, et quels mots on va mettre dessus. Le père de Ben n'a pas suffisamment de mots, et son langage est plutôt celui du corps, celui de la violence. C'est un langage non verbal, parce que justement il n'a pas suffisamment de vocabulaire pour manifester ses émotions. Oui, c'est un thème qu'on retrouvera. Et il a cette phrase que vous écrivez, il vaut mieux finir un repas que finir une phrase. Oui, ça c'est une phrase qui n'existe pas, enfin qui existe dans le récit. Dans le récit. Je pense pas que mon père aurait pu me dire ce genre de phrase. Mais oui, pour le père de Ben, pour le personnage du père de Ben, c'est quelqu'un d'assez terre-à-terre, taiseux, violent et taiseux parce qu'il n'a pas de mots, simplement. Alors, le fait d'être protégé, ce jeune blond aux yeux bleus, par des copains gitans, ça lui permet d'éviter ce que vous appelez la chasse aux blancs. C'est quoi ça? La chasse aux Français. Aux Français. Alors ça, en l'occurrence, c'est un jeu que j'ai vraiment vécu au collège Jean Perrin, parce que j'étais scolarisé dans le 20e. À un moment, personne ne savait vraiment pourquoi, on entendait chasse aux Français.
On ne sait même pas qui prononçait cette phrase. C'est pour ça que je voulais en parler dans le roman. Et d'un seul coup, il y avait une meute qui se formait un peu hétéroclite. Et tous ceux qui étaient blancs, blonds, yeux bleus, ou différents, ils se faisaient chasser de manière presque violente, mais on était entre le jeu et la primade, quelque chose d'un peu tenu et d'indéfinissable. Moi j'en ai fait quelque chose de très violent dans le roman. Et surtout la question essentielle, c'était de se dire en fait tout le monde est français. Et on est de plus en plus jugé sur nos appartenances et l'apparence qu'on renvoie, c'est-à-dire la couleur de la peau, la couleur des cheveux, les traits du visage. Sauf que dans cette époque-là, cette génération-là, c'est à laquelle j'appartiens, c'est des questions qu'on ne se posait pas. En fait, on grandissait tous ensemble. On ne se calculait pas trop nos origines, nos parcours géographiques. Et on était ensemble, on grandissait ensemble, on se mélangeait, on se posait pas les questions qu'on peut se poser aujourd'hui, je trouve. Oui, parce que vous distinguez bien, en tout cas pas comme je vais le formuler là, mais parce que vous expliquez bien le contexte et la relation qui s'établit dans cette chasse aux Français, ça n'a rien à voir avec le racisme anti-blanc qui est aujourd'hui à la mode. Rien à voir. On était sur de la sémantique, c'est-à-dire là la question centrale, et je pense que c'est la question centrale de tout le roman, que signifient les mots qu'on utilise, quelles sont leurs portées. À cette époque-là, être français c'était être blanc, mais c'est bizarre en fait parce que finalement on était déjà tous français. Quelles que soient nos origines, et plus on a avancé dans le temps, plus cette question s'est diluée, et on est aujourd'hui dans des thématiques autour du racisme anti-blanc. Moi, je m'intéresse à ces questions-là parce que le racisme, c'est la peur de l'autre, c'est la peur de l'inconnu, c'est la peur de se mettre à nu, et le racisme, il est multidirectionnel. Il peut être anti-blanc, anti-jaune, anti-gris, anti-noir, anti-différent, en fait. Le racisme, c'est juste la peur de l'autre, la peur de la différence. Alors Ben va connaître une trajectoire qui va lui faire quitter sa cité, la brousse. Il va arriver à Paris, faire des études. Il va avoir du succès, notamment Paris. Il va découvrir Paris, il va découvrir effectivement un autre univers, un univers de connaissances, c'est un bon élève. Il va découvrir en particulier, comme vous dites, les meufs. Et parce qu'il y a un exotisme social qui fait que les gars de banlieue ont un certain crédit auprès des Parisiennes. Et il va bon, ça c'est l'anecdote. Et il va se lier avec deux amis qui ne sont jamais nommés, sauf par leur origine culturelle ou géographique, le Serbe et le Corse. Oui. Pourquoi d'ailleurs ne pas les nommer autrement que comme cela? C'est une intention, pour en faire vraiment des personnages de fiction. Il y a juste un moment dans le récit où l'un des deux personnages, le Serbe, va enfin accoucher d'un prénom. Mais c'était plus pour projeter des images et créer, en fait... je trouve que quand on donne des noms aux personnes, ça nous permet de les projeter d'une manière, de leur donner une incarnation, peut-être d'imaginer un visage. Et moi j'avais envie pour ces deux personnages-là, qu'ils soient un peu nus, sans face, pas forcément identifiables, et qu'on se raccroche plutôt à leurs actions et à leur manière de voir le monde qu'à qui ils sont et quel prénom ils portent. C'était une intention très romanesque. Il va aussi connaître l'amour. L'amour avec une jeune femme, Oriana. Oriana, alors là c'est important en amour de donner des prénoms. Et là en l'occurrence, oui, c'est pareil, c'est un personnage emprunté à plein d'histoires, des histoires d'amour que j'ai pu vivre, que j'aurais aimé vivre, et j'ai créé aussi ce personnage féminin comme une espèce de miroir au personnage de Ben, puisqu'ils se suivent très tôt dans le récit et tout au long jusqu'au dénouement. Donc on pense qu'il est sorti de la banlieue, etc. Et finalement il va être rattrapé par la banlieue. Il va revenir à la brousse. À quelles occasions? Les occasions, elles sont multiples. C'est d'abord de découvrir que on n'échappe pas à ses origines, on n'échappe pas à son environnement. D'avoir aussi une espèce de fierté. Ben, en fait, il fantasmait Paris. Mais finalement, il y a certains quartiers parisiens, on les connaît tous, Ménilmontant, Belleville, le 18e, le 19e, et tant d'autres quartiers, qui ressemblent beaucoup à des quartiers de banlieue, sauf qu'ils sont à l'intérieur du périphérique, il y a les mêmes logiques, parfois d'abandon, parfois de stigmatisation, surtout de solidarité, d'entraide. Et les allers-retours de Ben, en fait, son quartier, c'est une espèce d'aimant,
Et il y a plusieurs détonateurs. Alors encore une fois, sans spoiler le roman, il y a évidemment 1998, la victoire de la France à la Coupe du Monde, et les mois qui suivent. Que vous qualifiez de sursis. Oui, parce qu'en fait, on l'a vécu de manière très intense, on a été champion du monde quand même, hein, c'est pas rien. Mais c'est de là qu'est née un peu l'illusion Black Bomber, qu'on a entretenue pendant de longues années, en nous faisant croire qu'on était tous capables d'être ensemble, qu'on était un collectif merveilleux, idéal, et que ça cachait en fait toutes les dissensions et ce début de fracture sociale qui émergeait. Le deuxième détonateur qui le fait retourner dans son quartier, c'est évidemment la montée du Front National et la victoire, Le Pen au second tour le 21 avril 2002. Et là, c'est le vrai déclic à son engagement, parce que dans tout le début du récit, Ben cherche des raisons de s'engager, des moyens de s'engager, des mots pour s'engager. Et le 21 avril, c'est vraiment une rupture. Enfin, c'est une rupture qu'on a tous vécue, nous, de manière personnelle. Et tout ce roman, en fait, il y a cet enjeu-là aussi de donner des grands repères historiques, des grands jalons, qu'on a tous vécu d'une manière, et que mon héros, mon personnage, vit à sa manière. Mais chacun d'entre nous, lecteurs, on va trouver aussi, je pense que tout le monde se rappelle où il était le 11 septembre 2001, tout le monde se rappelle où il était le 21 avril 2002. Il y a des grands événements comme ça, des grands jalons que j'avais envie de mettre un peu en perspective dans ce roman, et que chacun puisse y trouver une émotion, un souvenir, quelque chose, et pouvoir aussi trouver ses propres mots, autres que ceux de mon personnage. Et là, vous faites, dans la bande-son, vous faites intervenir la jeunesse en mer de Front National des Berruriers Noirs. Obligatoire, sachant que cette chanson est plus ancienne. Elle est sortie dans la rue après le 21 avril, on l'a beaucoup entendue. Mais cette chanson, elle est plus de l'époque de la mort de Malik Osekine, donc 86, à partir de 1986, les Berruriers Noirs. Et je pense que la génération de 2002 ne connaissait pas forcément le destin tragique de Malik Osekine, ni la généalogie de cette chanson. Et c'est marrant de voir comment l'histoire nous traverse, se répète parfois. Et en fait, pour la musique, pour moi, c'est des repères aussi mémoriels. C'est important de voir comment les morceaux ont été créés, à quoi ils correspondent, à quelle période, et pourquoi ils peuvent ressortir à des instants. Et comment s'est faite cette sélection ? Sélection émotionnelle. C'est-à-dire, là, en l'occurrence, c'est pas mon personnage qui parle, là, c'est l'auteur. C'est les morceaux qui, moi, m'ont traversé, les morceaux qui m'ont accompagné, les morceaux que j'écoute encore, on va dire mes classiques à moi. Là, en l'occurrence, là, c'est moi. Là, il n'y a pas de personnage mosaïque ou de mise à distance avec la fiction. Là, c'est vraiment les morceaux qui m'accompagnent encore. Oui, pour donner une idée, on ne va pas citer toutes les chansons qui sont... Pardon, excusez-moi. On ne va pas citer toutes les chansons qui sont dans le livre, mais enfin, ça va de NTM, de MC Solar, Gloria Gaynor, Eminem, Fayrouz, les Berruriers Noirs, Youssoupha, etc. etc. quoi. Donc ça, c'est votre émotion. Ça, c'est mon émotion, et en même temps des périodes, c'est-à-dire, il y a le début du hip-hop, Gloria Gaynor, c'est 1998, la jeunesse en le Front National, c'est 2002, même si ça vient d'avant. Youssoupha Tandem, c'est des morceaux beaucoup plus proches temporellement de notre période à nous. Donc aussi, ils accompagnent la chronologie du récit. D'ailleurs, vous m'avez dit tout à l'heure que vous faisiez des récitals à partir de ce livre, et la musique qui accompagne, ça correspond un peu à cette bande-son, ou c'est complètement... Non, elle est très éloignée. En fait, je travaille avec un pianiste qui s'appelle Nicolas Segui, qui est un grand compositeur qui a travaillé avec Encore Malade, qui accompagne Kerry James sur quasiment toutes ses tournées. Et en fait, il a cette capacité à se mettre au service du texte en permanence, quel que soit l'auteur, quel que soit l'interprète. Et on a composé des morceaux vraiment piano-voix, avec nos cultures hip-hop, un peu modernes évidemment, mais ça reste quelque chose de la rencontre entre deux voix un peu épurées, un peu nues, piano, ma propre voix, donc c'est la rencontre du texte et de la note de musique. Alors il y a aussi l'aspect du livre qui me semble important, il y a toute une géographie du livre. C'est-à-dire qu'il y a bien entendu, il y a la banlieue, et puis il y a Paris, il y a les cafés, il y a deux cafés en particulier, qui sont c'est pas le Monsoni, c'est le Royal Monsoni. Ah, le Royal Monsoni, qui existe vraiment dans le 18e. Oui.
puis un autre qui est très important, c'est les Folies de Belleville, qui lui aussi existent. Qui existe aussi, voilà, tout le monde le connaît. Tenu par, puisque à l'ACP, tenu par un vieux Kabyle et vous dites aussi que Paris est une belle ville. Alors, ça c'est mon personnage qui le dit. Pas vous? Si, moi j'adore Paris. J'adore Paris, évidemment. Après, il faut voir que ce personnage a passé l'intégralité de sa vie quasiment en banlieue, ce qui est mon cas aussi. Si je me mets à sa place un petit peu, partir à Paris à cette époque-là, c'est une vraie mission, pour de vrai. Il faut être sûr de son coup pour rentrer au bon moment. Et on fantasme aussi les lumières de la ville, une espèce de vie nocturne, une espèce de facilité d'accès à tout. Et puis on peut parfois être un peu désenchanté et tomber de haut quand on découvre ce que cache en fait l'apparat de cette jolie ville. Alors comment c'est, parce que c'est vraiment ce qui caractérise, et je crois que vous avez eu beaucoup de critiques positives qui saluaient notamment le ton, le style, l'écriture. Comment c'est fait cette écriture qui mêle plusieurs registres, hein, le hip-hop, la poétique, l'oralité, différentes formes d'oralité. Il y a des passages qui sont même à se tordre, notamment il y a un dialogue dans la prison, etc. Comment c'est fait cette écriture? Comment vous avez travaillé le style et les langues? Alors, je l'ai travaillé à partir de ma propre déformation, à savoir mon parcours de rappeur, de slammer, d'auteur qui rime. Et j'ai un processus d'écriture assez particulier, à savoir dès que je finis un chapitre, voire un paragraphe, en tout cas une page, j'ai besoin systématiquement de la mettre à l'oral, de l'entendre résonner à l'oral, de voir si elle sonne, s'il y a une rythmique, une musicalité qui me parle à moi, dans un premier temps. Et je peux avoir le trajet inverse, c'est-à-dire partir de l'oral, commencer à formuler quelque chose juste dans ma tête et me le dire à moi-même avant de passer à l'écrit. Donc il y a cette espèce de systématisme de passer toujours entre écrit, oralité, écriture, pour voir toujours comment les mots peuvent sonner, comment ils peuvent résonner aussi bien sur une feuille de papier que si je le déclamais comme ça devant tout le monde. Est-ce qu'il y a des auteurs qui vous ont inspiré ou pas? Ou c'est vraiment votre travail parce que vous écrivez depuis longtemps et donc vous avez déjà une expérience et une personnalité. Donc, Alors, je le dis souvent, j'ai de l'admiration pour énormément d'auteurs, des vrais romanciers, dont c'est le vrai travail. Moi, c'est mon premier roman. Et là, en l'occurrence, j'ai pas de référence littéraire. J'ai essayé de faire un peu au feeling, en fonction de mon parcours à moi et de comment je voyais les choses. Sans vraiment me soucier de la forme ou de savoir si j'étais dans le cadre du monde littéraire. Une dernière question avant d'aborder la question, le thème des mots. Ça couvre presque 20 ans d'actualité, française en particulier. C'est parfaitement recensé très souvent. C'est-à-dire vous montrez des évolutions du quotidien ou les phénomènes sociopolitiques, etc. Comment vous avez travaillé? Est-ce que c'est le mémoire? Est-ce que vous avez fait des recherches? Ou est-ce que vous êtes un lecteur assidu de la presse? Alors, je ne suis pas un grand lecteur de la presse. Pour moi, la chronologie, je l'ai vraiment fait au fur et à mesure, en partant encore une fois de mes émotions et des moments les plus forts qui m'ont marqué dans l'histoire politique de la France, dans les grands bouleversements du monde. Et après, j'ai fait un travail de recherche, de vérifier que je ne disais pas n'importe quoi, que j'étais bien au bon endroit, à la bonne date. Et derrière, il y a mon éditrice aussi qui a fait ce travail de vérification, savoir si, certes, elle me fait confiance, mais être sûr que je ne disais pas n'importe quoi non plus, et d'aller vérifier justement la concordance entre le fait historique, la date, et après, par contre, les émotions et le ressenti de ces événements-là, ça n'appartenait qu'à moi. Alors pour introduire la thématique des mots, je vous propose de faire une lecture, page 27. Ce paragraphe. En arrivant au lycée, son nom n'a pas d'importance, j'ai réalisé que j'aimais pas trop le concept d'enfance. Jusqu'à un certain âge, ça implique de traverser le temps sans vraiment en avoir conscience. Je n'étais pas né à la mort de Martin Luther King. J'avais 5 ans à celle de Bob Marley et seulement 10 à celle de Malik Oussekine. C'était l'époque des NTM avant Notorious Big.
de Menace to Society avant la haine. Walkman vissé sur la tête, je débarquais au lycée avec le ventre vide, les yeux rouges et la gueule de bois. Je disais un peu, mais ce que je préférais, c'était la rhétorique. J'avais l'arnaque littéraire, je parlais peu et bien. Je mettais des bananes oratoires, des balayettes verbales. J'ai défoncé le bac français, 15 à l'écrit, 16 à l'oral. J'étais un vrai petit connard prétentieux, un patron potentiel. Je me croiserais aujourd'hui, je crois que je me mettrais des claques. Il y a au moins deux thèmes dans ce passage. C'est d'abord celui, peut-être, de la fidélité aux origines. Je me croiserai, voilà. Donc ça, c'est le premier aspect. Et le second aspect qu'on va retrouver tout au long du livre, c'est que les mots sont un champ de bataille. Alors oui, les mots sont plus qu'un champ de bataille. C'est un terrain à conquérir, c'est une montagne à gravir, c'est un mur, voire des murs à abattre, des fondations à couler. Les mots, ils sont primordiaux en fait dans ce récit. Je dis à un moment qu'il ne faut surtout pas laisser le contrôle du champ lexical aux puissants, parce que c'est une arme imparable entre leurs mains. Vous en avez parlé tout à l'heure, Mustapha, les émeutes en banlieue en 2005 et en 2007 occupent une place centrale pour nos personnages. Et en fait, plus on avance dans le temps, plus on se rend compte que l'histoire se répète encore une fois, que notre mémoire est sélective, mais surtout que les mots qui sont utilisés sont invariables. À savoir, on ne parle plus de bagarre policière. On va dire que c'est un accident, un acte de légitime défense. Un émeutier n'est pas quelqu'un en colère, c'est un casseur. Et en fait, les assassinats commis par la police, les meurtres commis par la police, prennent beaucoup plus d'ampleur quand on comprend que les mots ne nous appartiennent plus. Et tout l'enjeu de Ben, c'est de reprendre le contrôle du champ lexical, de reprendre la possession des mots et de faire en sorte qu'ils nous appartiennent à nouveau et de ne pas les laisser entre les mains de ceux qui décident à notre place. On a l'impression, il y a pas mal de passages de Bourdieu qui m'ont fait penser à un poème du poète marocain Latif Lahabi. Il est court, donc je vais me permettre de le dire, moins bien que vous, mais je le cite. « Va ma parole, délie-moi, délire-moi, sois de rue, âpre, rêche, ardu, hérissé. Monte et bouillonne, déverse-toi, lave les mots traînés dans la boue et les bouches putrides. » On a l'impression que c'est magnifique. On a l'impression qu'il y a dans ce livre, vous les dénoncez, encore une fois, sans prêchi-prêcha, beaucoup de professionnels, en fait, ou d'hommes politiques, qui traînent les mots dans la boue. Ah, c'est pas forcément les hommes politiques. Pas forcément, mais j'ai la liste. Hein. Ouais, enfin, tous ceux qui ont accès au pupitre médiatique. Et encore plus maintenant à l'ère des réseaux, de BFM, de CNews, où il y a des experts de tout et de n'importe quoi. Ça pareil, je le dis à un moment, comme Michel il habite au-dessus d'une pharmacie, il doit forcément savoir ce qui est arrivé au petit Grégory. Enfin, il y a toujours des raccourcis comme ça, et les polémistes nombrilistes pullulent de plus en plus. Et tout le monde se sent à un moment légitime d'avoir un avis. Tout le monde a un avis sur toutes les questions. Nous les premiers d'ailleurs, Mustapha. Sans doute. Mais voilà, après il faut savoir de quoi on parle, d'où on vient et comment on le dit surtout. Alors, c'est le comment le plus important. Oui. Alors là, dans le livre, vous avez une tête de Turc, mais pourquoi, enfin Ben en tout cas, une tête de Turc, c'est Claude Sérillon. Pourquoi Claude Sérillon? Alors tout le monde me pose la question, je ne sais pas du tout. Ah oui, parce que non, il revient 3-4 fois. Je le trouve plutôt sympathique en plus, Claude Sérillon. Mais c'était juste qu'il fallait à un moment une rupture. Et dans la tête de mon personnage, encore une fois, il y a une espèce d'affrontement entre Pujadas et Claude Sérillon. Et en fait, il est super content que Claude Sérillon soit repassé par Pujadas. Il espère même que Pujadas lui ait mis un coup de couteau et qu'il ait jeté son cadavre dans la Seine. Et non, moi j'ai aucune haine contre Claude Sérillon, je le trouve plutôt sympa. Autre chose sur ces mots qui sont comme souillés, l'usage des acronymes, particulièrement qui concerne particulièrement l'immigration, parce que Ben travaille à un moment dans une association de soutien aux immigrés et aux réfugiés, aux demandeurs d'asile. Les acronymes donc portent essentiellement sur l'immigration et sur les politiques de la ville et les gens de la banlieue. Qu'est-ce que ça traduit, ces acronymes? Qu'est-ce qu'ils traduisent?
Alors, encore une fois, je vais faire parler mon personnage. Bien sûr, j'entends bien. Pour Ben, c'est fait exprès. C'est pour compliquer encore plus le parcours du combattant. Qu'on parle de Kada, d'Aftam, d'Ofpra, etc., 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 ou de Zup, de Zep, de Zes, etc., etc., etc. C'est juste pour que ce soit encore plus compliqué. Sur des mots obstacles. Ouais, c'est des obstacles sémantiques, des pierres verbales. Et une façon aussi de ne pas nommer, on ne va pas citer la fameuse phrase de Camus, mais notamment pour les gens de banlieue ou les immigrés, c'est une façon de ne pas les nommer, de les déshumaniser presque. Alors, j'irai peut-être pas jusqu'à là, enfin, mon personnage n'y va pas, mais sur le fait de ne pas nommer les choses, ça c'est super important ce que vous venez de dire, Mustapha. C'est-à-dire, on les met à distance, on leur donne un contour un peu flou, et comme on ne s'intéresse pas forcément à leur sens, ben, finalement, elles ont plus tant d'importance que ça. Alors qu'en fait, elles sont primordiales. Il y a aussi toujours sur ces personnes qui dévoient les mots, en prison, parce que Ben va faire un tour en prison, on ne va pas dire pourquoi et de quoi il en retournera, mais il va participer à un atelier d'écriture. Là, pour le coup aussi, on aurait pu penser que c'est la personne qui vient faire cet atelier d'écriture est plutôt un personnage positif, pardon. C'est pas le cas du tout. Ça veut dire que là aussi, il peut y avoir un détournement de fonction ou un détournement de l'usage des mots avec ce personnage. Alors, le personnage auquel vous faites référence, je pense que c'est une projection de moi-même, qui suis allé faire beaucoup d'ateliers d'écriture en milieu carcéral. Et là, c'était juste pour m'amuser et de mettre en difficulté en fait, le mec qui vient animer un atelier d'écriture avec une casquette en tweed et des idées larges. Mais une casquette en tweed et des idées larges n'ont pas de place dans une pièce de 9 mètres carrés. Du coup, Ben le prend un petit peu en haine et il va s'en prendre à lui de manière très radicale. Alors, il y a, mais là, je ne peux pas tout raconter. Non. Deux autres exemples. Ben est dit de ne pas laisser cette parole aux rappeurs et aux mecs de stand-up. Mec du stand-up. Ouais, du stand-up. Ouais. Alors, mon éditrice n'était pas d'accord. Mais moi, j'ai tenu vraiment à le dire parce que certains rappeurs ou mecs du stand-up qui réussissent peuvent tourner parfois le dos à des problématiques sociales sur lesquelles en fait ils ont commencé. Et c'est des trajectoires, voilà, c'est des petites piques que je lance comme ça. J'en ai lancé plein d'autres. Oui, il y en a d'autres, j'en ai un dernier à dire. Allez-y, Moustapha. J'ai lu le passage pour que vous réagissiez. Nous nous improvisions sociologues et géographes pour cartographier les problématiques des banlieues de France. C'est la période militante, c'est la période où effectivement Ben active avec les habitants de la Brousse. Donc, nous cherchons des relais pour nos textes, mais la plupart des mecs de quartier qui ont percé, en italique, nous tournent le dos. Les rappeurs, les footballeurs et les comédiens pensent être assis à la table des 200 familles qui font la France. Ils oublient qu'ils ont posé leur lâcheté sur des sièges éjectables. C'est mon personnage qui parle, Moustapha. Ce n'est que mon personnage. Abordons le thème des mots comme arme de guerre. Parce que se pose la question pour Ben, notamment dans les discussions qu'il peut avoir avec son amoureuse, faut-il user de la violence? C'est la question centrale, enfin une des questions centrales du récit. Comment utiliser la violence? Et en fait, Ben va prendre le contre-pied de Gilles Scott-Heron qui dit que la révolution ne doit pas être télévisée. Pour Ben, la révolution doit être télévisée et la violence doit être mise en image. Une violence plus légitime que celle dont se targue l'État. Et en fait, sa violence à lui, c'est une arme de paix. C'est-à-dire qu'il faut par moment être violent. Mais moi, je pense qu'il est dans le faux. Alors, je ne suis pas d'accord tout le temps avec mes personnages. Voilà. Pour Ben, ce chemin-là, il est nécessaire. C'est-à-dire d'emprunter les chemins de la violence pour se faire entendre. Même si sa révolution est à base de mots, il a besoin d'une confrontation dans le sang, dans la rage, dans la sueur. Vraiment un truc extrêmement radical. Moi, je ne suis pas d'accord. Moi, Bouddha, l'auteur, je ne suis pas d'accord avec mon personnage. Je pense qu'il y a d'autres moyens
et que on peut faire l'alliance de la paix et des mots. Mais dans son esprit à lui, dans son cheminement à lui, c'est pas possible. Comme vous le disiez tout à l'heure, en parlant du père de Ben, lorsque les mots sont absents, c'est la porte ouverte à des comportements violents, et on ne peut pas exprimer avec ce qu'on ne peut pas exprimer avec des mots, on l'exprime parfois avec de la violence. Oui, et je voulais montrer aussi comment on est tous dans... C'est pour ça que le récit est chronologique. C'est que comment l'enfance de Ben détermine aussi son cheminement, et comment lui aussi, il est dans des logiques, décide de ne pas reproduire ce qu'il a pu vivre avec son père. Et c'est un peu notre lot aussi à nous tous de ne pas reproduire ce qu'on a pu vivre enfant. Et souvent, les douleurs d'enfance deviennent nos douleurs d'adultes. Et Ben n'échappe pas à cette logique-là. On va aborder toujours sur la question de la violence, mais cette fois-ci à travers le portrait de Saadi, qui est un immigré que Ben a rencontré dans le centre où il travaille. Page 70. Ça, si je me suis pas trompé. Si c'est pas la bonne page, je suis foutu. Je ne peux pas vous aider. Ah bah non, c'est pas la bonne page. Bon. Je prends une petite seconde, si je le trouve tout de suite, sinon je vous poserai la question quand même. J'ai mal noté mon truc, moi. 61. Vous voyez, j'avais mis 70. Tout. Oh, mais vous connaissez votre livre par cœur, vous? C'est ça, Fegouet tous les matins, etc. Monsieur Saadi. Okay. Peut-être jusqu'ici. Hein, okay. Ça marche, ça marche. Excusez-moi. Aucun problème, Mustapha. Je reprends connaissance du texte parce que ça fait... Celui-là, je ne l'ai pas souvent. Ok. Tous les matins, je prends le café avec Monsieur Saadi. Il me raconte sa vie. La découverte du froid, le bidonville de Nanterre, l'apprentissage du français, la solitude. Il marche le dos voûté à la vitesse de ceux qui ont appris à prendre leur temps. Les rides de son visage sont des crevasses plus profondes que l'écorce d'un vieil arbre. Il nomme les gens comme les objets avec le bout de sa canne. Il y a dans ses yeux couleur espoir, un mélange de sérénité et de résignation, une pellicule mystérieuse que je n'arrive pas à percer. Il me parle d'une époque où il fallait juste attendre dans un café pour trouver du travail, où il pouvait changer 2 à 3 fois de patron dans la même journée. Il pense avoir 73 ans, mais il est sûr d'avoir commencé à travailler à 19. Il a coulé du béton dans des immeubles et du goudron sur les autoroutes. Il a les mains plus dures que la disqueuse qui lui a sectionné une phalange de l'index. Il touche une retraite de merde, mais il continue d'envoyer de l'argent au pays. Il a besoin de parler. Il dit qu'il connaît peu sa femme. Il l'a vue le jour du mariage, arrangé par leur famille, et il est resté au bled jusqu'à la naissance de son fils, Karim. Il lui écrit en français, parce que Karim a appris la langue. Il lui écrit que tout va bien, mais il l'appelle rarement, parce que le son de sa voix le fait pleurer. Monsieur Saadi a passé toute sa vie dans la même chambre, 10 mètres carrés qu'il a optimisé, 10 mètres carrés qu'il a habillé de dignité. Un drap tiré sur une corde à linge sépare la pièce en deux. Sur la tête de lit se greffe une penderie avec des chemises immaculées et des pantalons repassés. Sur les étagères qui quadrillent l'espace, les casseroles se mélangent au Tupperware, les paquets de pâtes aux boîtes de petits pois. Sur une petite commode, un vieux réveil en métal se dispute la place avec un radiocassette. Il n'y écoute que les chansons d'amour de Félouz, même si le son de sa voix le fait pleurer. Et sur le seul mur à peu près vide, il n'y a que des photos qui ne racontent aucun souvenir. Ce qui ne devait être qu'un hébergement temporaire est devenu chez lui. Il s'y sent bien, il a la sécu, les copains, l'Algérie est devenue un pays lointain. Ça me met en colère de comprendre qu'il n'en a pas. Il n'y a pas une once de révolte au fond de ses yeux verts. Je ne peux pas le bousculer, alors je proteste à sa place, contre la France, contre nos services sociaux, contre nos hommes politiques, mais je fais fausse route. Il me répond toujours par un sourire tranquille. Ça ne m'intéresse pas. C'est juste un vieil homme qui a trouvé la paix. Monsieur Saadi a décidé de s'occuper des problèmes qu'il pouvait résoudre. Il vous dira plus tard dans le livre qu'il ne faut pas être en colère. Ça m'a fait penser au livre de Faizagen, La discrétion, qui fait le portrait d'une mère et d'une femme de cette génération qui aussi se refuse à cultiver le ressentiment et la colère.
Et Oriana dit à Ben, on ne peut pas changer le monde, mais il faut tout faire pour qu'il ne nous change pas. C'est aussi des éléments importants par rapport à ces histoires de quel mot utiliser, quelle place doit tenir la violence, et puis surtout, quelle attitude on doit adopter par rapport à la justice. Alors Mustapha, je suis épaté parce que vous avez vraiment très très bien lu le livre. Il y a deux phrases qui surgissent comme ça dans le récit, qui sont prononcées par des personnages qui entourent Ben ou que Ben va croiser. Vous venez de les citer. Oriane qui lui dit on ne peut pas changer le monde, mais il faut tout faire pour qu'il ne nous change pas. Et M. Saadi qui dit simplement il ne faut pas être en colère. Et en fait, c'est ces deux mantras qui résonnent, qui accompagnent Ben, et qui vont lui permettre au fur et à mesure de trouver son cheminement et son engagement, et peut-être de découvrir que ce chemin de violence n'est peut-être pas finalement le bon, et que les personnages qu'il a croisés, qu'il a aimés et qui l'ont aimé en retour, en fait lui avaient déjà montré la voie. Alors, d'autres mots, ce que vous appelez, je crois, c'est pas moi qui... Je ne vais pas m'attribuer une paternité qui n'est pas la mienne, les mots muets. C'est-à-dire que vous montrez l'importance des mots, vous montrez effectivement le mot comme arme, les mots comme substitut à la violence, les mots comme effectivement ce champ schématique qu'il faut, dans lequel il faut se battre et s'approprier les mots. Et puis il y a les mots qu'on ne peut pas prononcer, qu'on ne prononce pas. Alors il y a les mots que les parents de Ben ne se prononcent pas, et puis il y a les mots que Ben n'arrive pas à prononcer dans le cadre de sa relation amoureuse. Eh bien, vous venez de le dire, les mots muets nous renvoient à nous-mêmes. Et ils sont nus la plupart du temps dans le récit, et ils deviennent muets quand il est question d'amour. Et là c'est moi qui parle. Parce que très souvent, c'est les moments où, quand l'amour est heureux, quand l'amour est déçu, quand l'amour est frustré, quand l'amour est combatif, quand l'amour nous fait du mal, c'est ces moments-là où on manque de mots en fait. Enfin moi j'en manque, oui. J'en ai toujours pour plein de situations, mais quand il est question d'amour je suis toujours en galère. C'est pour ça que je parle de mots muets. Mais vous en voulez dire aussi un peu comme ça d'Exupéry, que l'amour n'a peut-être pas forcément besoin de mots et que le langage du corps comme il disait, on ne parle bien qu'avec le cœur suffit aussi dans la relation amoureuse, enfin pourrait suffire dans la relation amoureuse. Ce serait tellement bien si ça suffisait, mais je crois que c'est pas le cas. On a toujours besoin de verbaliser, oui. Et c'est ces moments-là qui sont les plus douloureux. Donc là, quand on n'a pas les mots pour dire qu'on n'est pas d'accord, pour dire qu'on n'est pas bien, pour dire qu'on souffre, ou pour dire qu'on est trop amoureux ou qu'on étouffe d'amour, c'est là où ils nous font défaut, je trouve. Donc la bête bute sur un obstacle, il n'arrive pas. Ah ouais, c'est sacré obstacle. Et les mots nus, c'est ça? Non, les mots nus c'est plutôt... ça c'est les mots muets, oui. Les mots liés à l'amour. Les mots nus, non, les mots nus, c'est le léger jeu de mots qui n'est pas ouf, mais qui marche quand même, sur combat à main nue et combat à mots nus. Et comme la révolte qu'embrase Ben, ou que Ben souhaite voir aboutir, est à base de mots, j'avais envie d'être sur cette formule-là. D'accord. Qu'est-ce que vous appelez la théorie de la lutte des crasses? Qu'est-ce que Ben appelle la théorie de la lutte des crasses? C'est quoi ça? Pareil, jeu de mots. Des fois, il y a des trucs, je ne sais pas d'où ils viennent. Son constat, c'est qu'il y a 200 personnes qui dirigent la France, qui vont s'applaudir sur le même plateau télé, manger dans les mêmes restos. Et lui, il se trouve de l'autre côté de la barrière. Là, le jeu de mots, je ne l'explique pas vraiment. Je trouvais que ça sonnait bien. Lutte des crasses. Revenons sur ces émeutes. Vous écrivez, Ben dit à un moment, la mort de Zied et Bouna a tout changé. Est-ce qu'on peut penser que c'est vrai déjà, parce qu'il va y avoir une reproduction d'un certain nombre d'injustices, d'émeutes, après il y aura Villiers-le-Bel, etc. Tout cela, vous le racontez, et il y aura les émeutes. Finalement, Ben, on dit qu'il est le leader d'une révolution, il est plus l'incarnation involontaire d'une révolte. Ça lui est tombé dessus, il n'a rien demandé. Ça, les futurs lecteurs, lectrices verront pourquoi.
Alors, la question est la suivante, est-ce que ces deux morts malheureuses ont changé quelque chose? Je pense qu'elles ont tout changé, oui. Sincèrement. Oui. Souvent, je dis que peut-être que ce roman, je l'avais déjà en tête depuis 2005, en fait. Je me suis vraiment, sincèrement, toujours posé la question, qu'est-ce qui se serait passé en France si les émeutes de 2005 avaient été animées d'une conscience politique, quelque chose d'un peu organisé, collectif, fédéré. Est-ce que la France aurait le même visage? Est-ce que nos politiques de la ville seraient les mêmes? Est-ce que nos banlieues seraient les mêmes? C'est des questions en fait que je me suis posées à moi-même, et le trajectoire, le destin de Ben est une forme de réponse, parfois maladroite, parfois très violente, mais en tout cas une réflexion autour de comment reprendre le contrôle des mots, et qu'est-ce qui se serait passé vraiment si on avait eu quelque chose d'animé et de conscient politiquement à cette époque-là. On va lire un dernier passage avant de donner la parole à Alassane, qui rejoint d'ailleurs ce que vous venez de dire, parce que c'est le passage où Ben, avec les habitants de la cité La Brousse, rédige un texte de revendication. Si je ne me suis pas trompé, c'est page 69, bien sûr, si je ne me suis pas trompé, parce que nous sommes français. Et donc voilà, c'est ça. Hein, sans intro, juste le texte? Oui, voilà, oui, je pense, oui. Nous sommes français, enfants des mondes de Bohême, filles et fils des mille coins du monde. Nous éveillons les mêmes soleils, nous couchons les mêmes lunes, nous partageons les mêmes sommeils, nous chevauchons les mêmes dunes. Nous empruntons les mêmes chemins, nous croisons les mêmes routes, nous embrassons les mêmes lendemains, nous enjambons les mêmes doutes. Nous sommes français. Nous chantons de la même voix, la peur n'est pas des nôtres. Nous jouons la même musique, nous vibrons des mêmes notes. Nous sommes à l'abri du même toit, nos maisons sont ouvertes, nous parlons la même langue, nous parlons les mêmes dialectes. Nous marchons main dans la main, nous sommes nés de la même mère, nous sommes de la même France, nous sommes vos enfants, vos sœurs et vos frères. Donc ce texte qui est écrit pour traduire un mouvement de révolte, un semblant d'émeute, des revendications qui expriment l'amour de la France, ne sera pas reçu. Non, aucun écho. Il l'envoie un peu à toutes les rédactions, personne ne le reprend. Ce qui traduit le fait que la société française reste un peu sourde face à ses enfants. J'en suis pas sûr, moi en tant qu'auteur. Ben en est convaincu. Et qu'il faut rappeler à la France certaines vérités. D'où le début en fait d'une révolution. Merci. Merci à vous, Moustapha, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions, des gens qui veulent réagir dans la salle? C'est le moment. Il n'y a pas d'obligation. Vraiment, sentez-vous à l'aise. Rapproche-toi, peut-être on évitera de passer devant la caméra. Non, je sais bien, c'est ce que j'ai dit. Ou alors parle avec ta bon, voix. Je vais parler un peu fort. Je ne sais pas comment l'exprimer, ça serait peut-être une question qui serait venue après, mais bon, puisque j'ai pris la parole, c'est un personnage, s'il était assis ici à t'écouter, est-ce que tu te serais reconnu en lui et serait reconnu en toi? Parce que c'est un garçon aussi du quartier. Bah, j'évoque François Agila. Sacrée question. Ah oui, je sais bien, c'est pour ça que j'ai dit à ce que bon elle était. Alors j'essaie de me voir assis moi-même en face de moi-même. Qu'est-ce que je me serais dit si j'étais capable de me parler à moi-même? Non, je reviens sur la possibilité en fait qu'offre la littérature d'inventer d'autres mondes, de travestir la réalité, de mentir, d'ouvrir des fenêtres sur d'autres horizons. Et je pense qu'il y a autant de Ben en moi qu'il y a de moi en Ben. Je pense qu'on se serait bien entendu. Moi, je sais bien. Ouais, je pense qu'on se serait bien entendu. Et on aurait été d'accord sur plein de trucs et pas d'accord sur plein d'autres. Pardon? On aurait été d'accord sur plein de choses et pas d'accord sur plein d'autres. Ah, mais c'est ce qui fait à peu près le charme des personnes. Bah, merci. Un plaisir. Une autre réaction ou une autre question?
apparemment. Je voulais savoir comment vous faites la différence entre vous et Ben. Moi, c'est super clair dans ma tête. Ça n'a pas l'air de... plus je chemine et plus je rencontre en fait, des lecteurs dans des festivals, dans des rencontres, dans des lectures musicales, plus je me rends compte que pour la plupart des gens, c'est un récit autobiographique et qu'ils voient dans Ben ce que je suis. Alors moi, je sais exactement les endroits où je suis pas Ben et les endroits où je suis Ben. C'est pour ça que j'aime bien cette formule de personnage mosaïque. Donc il y a vraiment des... On pourrait prendre une pièce de puzzle, là c'est moi, on va dire dans mon rapport amoureux, et puis une autre pièce du puzzle, le rapport au père, bah, c'est pas moi, mais il y a un petit peu de moi quand même. Et voilà, je trouve ça trop cool en fait l'écriture, parce que moi je viens des formats courts, poèmes, chansons, et en fait quand on écrit un roman, on recrée un monde, on est un peu Dieu, quoi. On invente qui on veut, où on veut, on lui fait faire ce qu'on veut, au moment où on veut. Et donc voilà, j'ai pris beaucoup de liberté. Ce personnage n'est pas moi, mais il emprunte un peu à certaines de mes histoires. Est-ce que nous qui ne vous connaissons pas, si on lit le livre, on ferait la différence entre... Non, je pense pas, non. Malheureusement. Ceux qui me connaissent, je pense qu'ils sauront précisément à quel endroit je mens, où j'invente, où je travestis. Et vous qui ne me connaissez pas, non. Après, il y a un basculement aussi dans la fiction pure, où vous dites, qui qu'il soit, c'est pas possible, puisque c'est de la fiction. Très bien, merci. Un plaisir. Oui. Ouais, salut. Juste pour te dire mon plaisir à te voir ici, à te voir dans cette assoce. Merci. C'est chouette. J'ai beaucoup aimé cette phrase on ne peut pas changer le monde, mais il faut veiller à ce que le monde ne nous change pas. Je la trouve très poétique, et à la fois je la comprends pas trop sur la dimension comment est-ce qu'on peut ne pas être changé par le monde, puisqu'on est en interrelation permanente avec le monde, on est dans le monde, on participe au monde, et comme il faudrait construire une barrière entre soi et le monde pour pas être changé. Et voilà, donc c'était pour ce petit écho-là, et te renvoyer ça. Ça fait 10 ans qu'on ne s'est pas vu. Et tu me mets en galère directement avec une question philosophique. Non, ça, on s'est vu il n'y a pas si longtemps que ça, déjà. Vraie question. Moi, j'aime bien, tu le sais, je le dis pour les autres, j'aime bien jouer avec les formules, jouer avec les mots. C'est un peu comme la lutte des crasses, ça surgit comme ça. Mais est-ce que j'ai vraiment réfléchi au sens premier ou au sens profond? Je suis pas sûr. Moi, j'aimais la formule de me dire on ne pourra jamais changer ce qui nous entoure, mais déjà, si nous, on arrive à être un peu nous-mêmes et à continuer à l'intérieur de ce monde, même s'il est en évolution, c'est peut-être ça notre plus grande victoire. Voilà, je ne sais pas si j'ai bien expliqué. Non, c'est très bien. Une autre réaction? Allez-y, je vous en prie. Bonjour. Par rapport aux termes que vous employez autour de la violence, de la colère, de la révolte, tout en disant que vous dissociez d'autres personnages par rapport à la révolte, ça rebondit aussi par rapport à cette vision du monde. Est-ce que l'idée, j'imagine, c'est qu'il y a un changement entre le début et la fin du roman et que le personnage est dans une certaine situation au début et va arriver à une autre, mais est-ce qu'il apporte une solution, lui, ou est-ce que vous, par rapport à cette volonté de non-violence, vous en apportez une aussi? Parce que malgré tout, il y a des combats qui malheureusement n'évoluent que parce qu'il y a par moments il y a des étapes violentes pour les faire avancer, qu'on peut reprocher, mais sans lesquelles ça n'aurait pas avancé. Je ne sais pas si c'est clair. C'est super clair. C'est extrêmement clair. Mon personnage trouve des réponses. Il trouve des réponses à son engagement, à sa violence. Alors, je ne vais pas spoiler le roman encore une fois, mais il y a un principe assez simple, où en fait il va s'inspirer de la Révolution française, et avec l'association qui va monter dans la brousse dans son quartier d'origine, ils vont mettre en place ce qu'ils appellent des cahiers de doléances. C'est-à-dire qu'ils vont récolter les paroles de toutes les banlieues de France. Et leur souhait, c'est de les faire entendre au plus grand nombre à l'Assemblée nationale et de monter au pupitre de l'Assemblée nationale pour partager ces cahiers de doléances. Le chemin de la violence s'explique parce qu'ils vont rencontrer des obstacles. Et là, je commence à en dire trop. Une fois arrivés au bout, ils trouvent des réponses.
Et moi, je les ai trouvés aussi, et moi, j'essaie de tempérer ces envies de violence par mon ressenti de paix et de cheminement apaisé, justement, sur cette trajectoire. Donc, moi, j'essaie de compléter, en tant qu'auteur, les interrogations de mon personnage. Et je suis d'accord avec vous, les grands bouleversements du monde sont souvent passés par des épisodes violents. On espère que les mots, enfin, la capacité à acquérir la parole, les mots, le langage, peut en effet... Alors là, on est vraiment dans les dernières pages du roman, donc je ne peux pas trop vous dire. Encore faut-il être entendu. Oui. Une autre réaction? C'était ça ma réaction, c'était la question que j'allais poser. C'est-à-dire, vous dites qu'il y a des solutions, que votre personnage a apporté les solutions. Je ne vais pas vous demander de les donner, mais la question c'est, est-ce que vous pensez dans le monde d'aujourd'hui, dans ce 21e siècle, et au moment où on est en 2023, où on voit justement des millions de gens dans la rue par rapport à une réforme qui concerne des millions de citoyens et de citoyennes, comment nous sommes face à un pouvoir politique qui justement n'entend pas cette révolte. Et vous dites, ces fameux cahiers de doléances m'interpellent, puisque l'objectif c'est d'arriver à l'Assemblée nationale, et on a vu ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, où des représentants du peuple n'ont pas réussi à modifier le rapport de force. Alors, moi je vous avoue que quand j'ai commencé à écrire ce roman, on n'était pas dans le même contexte. Néanmoins, c'est une vraie question aussi. Je peux pas, moi je suis pas politologue. Voilà, je ne saurais pas mettre en écho un propos fictionnel avec ce qui est en train de se passer. Je ne peux pas supposer de ce qui pourrait se passer. Mais moi, ma conviction à moi, en tant qu'auteur, en tant qu'artiste, c'est qu'une étape nécessaire, c'est reprendre le contrôle des mots, reprendre le contrôle du champ lexical. Si déjà les mots nous appartenaient, qu'on contrôlait ce champ lexical, est-ce que déjà on n'aurait pas légèrement influencé le rapport de force? C'est justement, c'est pour ça que c'est intéressant, parce qu'on a bien vu que quand le champ lexical a été repris par certaines personnes et que les véritables mots et la problématique a été posée, ça a déstabilisé la partie adverse. Complètement d'accord. Complètement d'accord. Mais il faut que cette reprise du champ lexical soit portée par le plus grand nombre. Oui, c'est ça. Ça, c'est mon point de vue. Merci, voilà. C'est ce que je dis. Une autre réaction? Alors j'ai une dernière question. Je vais faire parler le vieux Camille, on est à l'ACB, le patron du Folies de Belleville, qui commente l'affaire Clearstream. C'est le moment de l'affaire Clearstream. Et il a cette phrase: les voleurs traversent le temps avec leurs cheveux blancs. Et Ben poursuit: le vieux Camille est lui aussi capable de poésie. Nous le sommes tous. Encore faut-il accepter de ne pas l'enfermer dans un dictionnaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je pense que quand on définit un mot, on le prive un petit peu de son pouvoir d'imagination. Là, je me suis vraiment inspiré de mon expérience de slammer, où pendant des années et des années, j'ai dû expliquer ce qu'était la discipline que je pratique, le slam, et que ce mot s'est enfermé lui-même dans sa propre définition. Et ça devient compliqué en fait d'expliquer en permanence ce que porte un mot. Et c'est intéressant, c'est pour ça que je dis que si on enferme un mot dans un dictionnaire et qu'on lui dit c'est ça sa définition, nom masculin, intransitif, invariable, ouvrez les guillemets, exemple, si on l'enferme, on lui prive en fait un pouvoir irréel, surnaturel, surréaliste. Voilà la capacité d'imaginer. C'est pour ça que moi j'aime bien les mots valises, ou les jeux de mots, les calembours, les traits d'esprit, de détourner le sens du mot pour le faire vivre plus longtemps ou différemment. Je ne sais pas si j'ai très bien répondu là. Oui, en tout cas, c'est pas mal sur le début du parcours, mais là je sais pas. Non, si, au contraire, ça montre, ça rejoint aussi dans une certaine mesure l'esprit de ce livre, plutôt ouvert, qui n'enferme personne. Vous parliez tout à l'heure de personnages mosaïques. On est vraiment sur
le potentiel des existences, des situations, des expériences et des mots. Donc je vous remercie Ouda d'être passé à l'ACB, d'être revenu à l'ACB. Merci à l'ACB, merci à vous tous et toutes qui avez été là. Je vais donner nos prochains rendez-vous pour nos amis qui sont sur Facebook et qui n'ont pas le loisir de voir toutes les affiches qui ont envahi tous nos murs. On va commencer un cycle d'initiatives autour de la journée du 8 mars et de la journée des luttes pour le droit des femmes. Le 4 mars, nous allons recevoir Habiba Benayoun pour Cœur berbère et Rachid Lamara pour Il a tué ma mère. Il sera question de féminicide et de parcours des familles qui ont été frappées par des violences familiales et comment aussi on peut s'en remettre lorsque on est des enfants. Le 15 mars, nous recevrons Rama Adjadj pour Nous les transgressives. Là, nous sautons pratiquement une génération, puisqu'il sera question de transgression, notamment dans cette liberté d'aimer, liberté des corps, liberté sexuelle, liberté pour une jeune fille d'origine nord-africaine d'aimer un garçon qui n'est ni de la religion, ni de l'origine nord-africaine des parents, mais en quoi c'est la prise des tabous, et ça en fait des transgressives. Et du 4 mars au 30 mars, Zahra Aksous nous a fait l'amitié et la gentillesse d'exposer un certain nombre de ces clichés photos consacrés, intitulés Femmes au pluriel en mouvement. Ce sera donc mis en place à partir du 4 mars jusqu'au 30 mars. Sur ce, je salue nos amis de Facebook, et pour ceux qui sont ici, on se retrouve à l'étage pour partager le verre de l'amitié et quelques dédicaces. Merci à toutes et merci à tous. Merci beaucoup. Merci Moustapha. Merci.